Les inscriptions à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody prennent fin ce vendredi à 18 h GMT. Quelle ambiance à la scolarité centrale en ce moment? C'est dans ce journal. Les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers mois n'ont pas fait de cadeau aux habitants de Diabo. C'est dans le département de Boaké. Plusieurs familles sont sans abri dans cette localité. Et puis, la présidente libérienne a sanctionné mardi des ministres et de hauts responsables restés à l'étranger en dépit de son appel à revenir participer à la lutte contre Ebola. Merci de choisir RTI 2 pour vous informer. Bonjour à tous. C'est aujourd'hui, vendredi 29 août 2014, sur le coup de 18 h, que s'achèvent les inscriptions à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Débutées le 8 janvier dernier, ces inscriptions concernent les étudiants de la première année au doctorat de l'année académique 2013-2014. À la veille donc de la fermeture des caisses, les retardataires se bousculent à la scolarité centrale de l'université. Ambiance à cet endroit qui grouille de monde en ce moment, c'est dans ce reportage signé Grace Kando et Konaté Moussa. Ils n'ont plus que quelques heures pour s'inscrire et demeurer dans l'effectif de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ces étudiants retardataires ont pris d'assaut les différents guichets pour les inscriptions de l'année académique 2013-2014. Bousculade, impatience à la scolarité centrale. Les étudiants remplissent les formalités d'inscription ce jeudi 28 août, veille de la date butoir. Étant en voyage, c'est, disons, ce dimanche, pendant le journal télévisé, que j'apprends que le dernier délai des inscriptions, c'est ce vendredi 29. Voilà, donc je suis là pour essayer de finaliser mon inscription. J'ai payé mon inscription à la banque il y a maintenant 3 semaines de cela. Maintenant, ce qui me reste, c'est la finalisation. Et c'est ce qui cause problème. Vous voyez cette foule qui est là. Je me réjouis parce que voilà, là, je viens de finir le processus et j'ai maintenant ma carte d'étudiant. Je suis donc dans le fichier de l'université Félix Houphouët-Boigny. Je suis vraiment très heureux. Plusieurs moyens sont déployés par les responsables de l'université pour accueillir le maximum d'étudiants. Un amphi est même transformé pour la circonstance. Nous savons que les étudiants viendraient, donc il fallait accroître notre capacité d'accueil et de production des cartes. Les moyens ont été à la hauteur de l'attente et nous pouvons dire que les résultats escomptés sont là. Il nous restait 17 000 étudiants à pêcher. En ce moment, nous en sommes, pour les inscrits, à peu près à 8 000. Il reste donc 9 000 à pêcher. Je répète avec force, au soir du vendredi 29 août 2014, ceux qui ne se seront pas inscrits ne feront pas partie de notre effectif. Les inscriptions à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont démarré le 8 janvier 2014. Elles concernent tous les étudiants de la première année au doctorat de l'année académique 2013-2014. Je rappelle donc que ces inscriptions prennent fin aujourd'hui 29 août 2014 sur le coup de 18 h. Elles sont nombreuses, ces personnes qui aujourd'hui portent des prénoms malgré elles, des prénoms taxés d'être des prénoms de vieilles personnes ou carrément pas du tout agréables à prononcer. Ces personnes s'en font parfois des complexes et se font même appeler désormais par le prénom de leur choix. Alors question, est-ce que les Ivoiriens aiment leur prénom et quelle est la bonne astuce pour bien choisir le prénom de son enfant? Reportage. Maniari, qui signifie femme au grand cœur, Youa, femme sage, Ajar, femme vertueuse, ou encore Pargasoro, esprit positif. Des prénoms typiquement ivoiriens. De sonorités rares et pourtant pleins de sens, ces prénoms ne font pas toujours la fierté de ceux qui les portent. Mon prénom ne me plaît pas. Lequel? Aja. J'aime pas ce nom, ça fait vieux. C'est le nom Youa. C'est un nom en hébrier et puis c'est porté souvent par les vieilles femmes. Donc je n'aime pas. J'aurais bien voulu m'appeler Yasmine. Et même ceux qui ont échappé au port d'un prénom africain ne se réjouissent pas tous du prénom occidental choisi à dessein par leurs parents. Marie-Joseph, René, Charles-Antoine, des prénoms dont on aurait pu se passer, disent-ils. René. Souvent on me dit que c'est un prénom de vieux, qu'il est en se moque de moi, que je suis trop petit pour ce prénom. C'est la composition Marie-Joseph là qui ne me plaît pas, quoi. C'est blanc, c'est blanc. Moi, je suis Begreniba Maya. Je préfère plutôt ça. Charles-Antoine, si je devrais le changer, je prendrais plutôt un autre prénom. Lequel? Un prénom local.
Comment donc choisir le prénom de son enfant de sorte que chacune des parties trouve satisfaction? J'ai été un peu influencée par les parents. Il y a François Emmanuel et puis Charbel Emmanuel. La dernière, c'est Victoire Emmanuel. À ceux qui, malheureusement, j'allais dire, portent des noms qui aujourd'hui leur portent préjudice, je leur demande de chercher à faire le deuil. Il y a des personnes autour de nous, ça peut être des amis, mais ça peut être aussi des professionnels, des psychologues, des psychiatres qui peuvent vous accompagner dans un processus de deuil au point de pouvoir minimiser, j'allais dire, la signification de ces noms. Les prénoms, des appellations que l'on ne choisit pas, mais qui sont attribuées dès la naissance. Reste à chacun de les accepter et de les valoriser pour dépasser tout complexe. Rendons-nous maintenant à Diabo, c'est dans le département de Bouaké. Dans ce village, les habitations n'ont plus de toiture, il n'y a ni salle de classe ni logement d'enseignants. Ce sont là quelques-unes des conséquences parmi tant d'autres des dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la localité. Il s'ensuit évidemment que de nombreuses familles passent désormais les nuits au clair de lune. Alors désabusées, les victimes implorent l'aide et le soutien des filles et fils de Diabo, mais aussi du gouvernement ivoirien. Soro Corona et Kader Sogodogo, RTI Bouaké. La dernière grande pluie qui s'est abattue sur la ville de Bouaké et ses environs n'est pas restée sans conséquences pour les populations. À Diabo, localité située à 20 km de Bouaké, les dégâts sont énormes. Plus d'une centaine de domiciles n'ont pu résister aux vents violents soufflés sur la localité. Conséquence, de nombreuses familles cherchent un toit pour s'abriter après ce sinistre. Le vent aussi souffle comme ça, on ne peut pas sortir même. Vraiment, voilà aujourd'hui la toiture. On ne sait pas où aller dormir. Nous, on lance cet appel pour dire l'État de venir nous aider. La rentrée scolaire 2014-2015 s'annonce difficile pour les élèves de Diabo. 20 salles de classe ont vu leur toiture emportée. Même décor à Adiekro, village de la commune. Ici, outre l'école, 4 logements d'enseignants décoiffés par ce violent vent. Le lycée municipal de Diabo, déjà dégradé, va avoir du mal à accueillir les élèves à la rentrée prochaine après cette pluie. Le foyer des jeunes en pleine réhabilitation n'a pas été épargné. La paroisse Saint-Joseph, artisan de Diabo, a aussi fait les frais de cette rafale. Pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts, les autorités administratives et municipales ont fait une visite de la ville. Elles en appellent au soutien de tous. Nous sommes en temps de pluie et on ne peut pas attendre. Il y a urgence que les fils, les cadres viennent assister les parents au village. C'est l'heure de lancer un vibrant appel aux autorités compétentes, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des infrastructures économiques. Ils doivent véritablement nous venir en aide incessamment pour que la rentrée à Diabo ne soit pas un échec. À moins de 3 semaines de la rentrée scolaire 2014-2015, des actions doivent être menées pour le bonheur des élèves. Les familles sinistrées, quant à elles, attendent des aides pour pouvoir retrouver leur domicile. Et c'est justement pour prévenir ce genre de catastrophe naturelle qu'une trentaine d'experts ont pris part hier jeudi à un atelier sur la gestion de l'information environnementale. C'était au siège du Bureau international du travail BIT. On en parle avec Siaka Kone et Patricia Omouetia. La Côte d'Ivoire face au fléau de l'érosion côtière. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et le Programme des Nations unies pour le développement veulent y apporter une réponse. La Côte d'Ivoire, signataire de la Convention de Rio relative à la lutte contre l'érosion, va renforcer son système de gestion environnementale pour le développement de la zone côtière. L'atelier organisé par le ministère de l'Environnement vise à mettre en place une équipe d'agents chargés de diffuser l'information environnementale. La Côte d'Ivoire dispose d'un littoral côtier d'environ 522 km et face au changement climatique, il y a des menaces qui pèsent fortement sur ce littoral. Et pour faire face à ces impacts, il est clair que nous devons disposer des informations agrégées en vue de mieux répondre à la lutte contre l'érosion côtière. Renforcement du système de gestion de l'information environnementale, création de sites pilotes, Port-Boué, Grand Bassam, Grand Laou et San Pedro constituent les 2 points essentiels de ce projet contre l'érosion côtière
en Côte d'Ivoire. En réunion depuis hier à Accra, les experts et ministres de la Santé des pays de la CEDEAO préconisent la réouverture des frontières avec un meilleur contrôle sanitaire des points de passage pour faire face à la maladie à virus Ebola. Et parlant toujours d'Ebola, l'OMS estime que 490 millions de dollars seraient nécessaires pour freiner l'avancée de la maladie en Afrique de l'Ouest. Des chiffres alarmants. En 6 jours, 454 personnes supplémentaires contaminées par le virus d'Ebola. 125 malades morts. Le constat de l'OMS est sans appel. Le virus qui sévit au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée et au Nigeria progresse de manière accélérée. L'organisation internationale s'attend à plus de 20 000 cas de fièvre hémorragique à virus Ebola dans les prochains mois. Pour stopper la progression de l'épidémie d'ici à 3 mois, l'OMS affirme avoir besoin de 490 millions de dollars. Au Niger, après l'emprisonnement de son épouse, le président du Parlement, Hama Amadou, a quitté son pays pour se réfugier au Burkina Faso. Il sera impliqué dans l'affaire de trafic de bébés venant du Nigeria qui avait secoué le Niger en juin dernier. La décision de répondre favorablement à la requête du gouvernement afin que la justice puisse entendre et arrêter notre collègue Hama Amadou. À l'unanimité, les 7 membres présents du bureau de l'Assemblée nationale à Niamey ont décidé de lever mercredi l'immunité parlementaire de Hama Amadou autour de sa chaise vide. 4 députés de l'opposition ont boycotté la réunion. Ils dénoncent une procédure illégale. Nous estimons qu'il y a manifestement une intention de violer cette constitution. Il y a une intention de ne pas respecter la loi fondamentale, les lois et les règlements de la République. Avant d'être convoqué par la justice de son pays, Hama Amadou a pris les devants et fui clandestinement dans la nuit de mercredi à jeudi vers le Burkina Faso. Le président de l'Assemblée nationale nigérienne, devenu chef de l'opposition, est soupçonné d'avoir acheté des bébés au Nigeria dans le cadre d'un vaste trafic. Dès l'annonce de cette levée d'immunité, de nombreux militants et sympathisants ont pris d'assaut le siège du parti de Hama Amadou, déterminés à soutenir leur leader dans cette épreuve. En Syrie, 43 casques bleus de la force de l'ONU chargés d'observer le cessez-le-feu entre la Syrie et Israël sont détenus depuis hier par un groupe armé sur le plateau du Golan. Ces soldats ont été capturés à la suite de violents combats entre l'armée syrienne et des groupes syriens d'armées d'opposition. Zone de tension pour Israël, cette fois sur le plateau du Golan, à la frontière avec la Syrie. Un soldat et un civil israélien ont été blessés mercredi par des tirs d'obus lors de violents affrontements côté syrien entre l'armée de Bachar al-Assad et des rebelles du Front al-Nosra, la branche locale d'Al-Qaïda. Les islamistes se sont emparés de l'unique point de passage entre les parties syriennes et israéliennes, point de passage surveillé par les Nations Unies. Retour en Côte d'Ivoire avant de refermer cette édition. Il s'agit des médecins des comités nationaux olympiques de 10 pays membres de l'organisation régionale antidopage qui se sont réunis justement pour réfléchir aux stratégies à adopter en vue de freiner le dopage dans le milieu sportif. On fait le point avec Sébastien Ouigna. Le dopage chez les sportifs est un véritable souci. Pour le combattre, l'UNESCO a mis en place l'organisation régionale antidopage dans la zone 2 et 3. Ce séminaire ouvert à Abidjan, selon le professeur Constant-Antoine Roux, président de l'ORAD, doit informer et former les médecins CNO et équipes nationales sur la lutte antidopage. À leur tour, ils doivent jouer le rôle d'éducateurs auprès du public, des médias et des procès d'éducation physique. Il nous faut nécessairement aller dans toutes les écoles d'habitation, expliquer aux jeunes, attention, faites attention au dopage, parce que c'est notre rôle, chacun a son côté d'éducation, nous sommes habilités à le faire et il y a urgence. Et les présidents des fédérations doivent prendre conscience que ce n'est pas de la plaisanterie parce que c'est la protection de la santé de leurs athlètes, c'est la protection de la santé de leur discipline sportive et puis pour nous c'est la protection de la santé de notre jeunesse et de notre population. Rappelons que le dopage est l'utilisation des substances ou procédés interdits qui modifient la performance des athlètes, donc la tricherie.
Voilà, c'est la fin de ce 12h30. Prochain rendez-vous de l'information sur RTI de 19h30 et ça sera avec Eva Michel Mombo. Merci de nous avoir suivis.